Bonsoir et bienvenue pour ce 7-8, l'actu préparé par la rédaction. Nous sommes le mercredi 4 septembre. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La ville de Montigny-le-Bretonneux accueille le district de football des Yvelines. C'est officiel. L'inauguration des locaux vient même d'avoir lieu. Quels sont les enjeux de cette implantation? Nous y répondrons tout à l'heure. La cigarette électronique nocive pour la santé. Une enquête scientifique démontre un risque d'absorption de substances cancérigènes. Les précisions de spécialistes dans ce journal. Les agriculteurs qui assurent le spectacle lors du 60e Festival de la Terre, c'était à Rambouillet ce dimanche. Objectif, lever le voile sur leur profession et pourquoi pas susciter des vocations. Et avant-première de Gibraltar dans les salles le 11 septembre. Ce film sortira, mais il était déjà hier soir à Montigny-le-Bretonneux. Une partie de l'équipe du film était présente, notamment Julien Leclerc, le réalisateur. À noter également qu'à la fin de cette édition, nous ferons le point sur la rentrée dans l'Académie de Versailles avec le recteur Pierre-Yves Duvoy. L'image du jour, la voici. Les enfants de Trappes scolarisés en primaire qui se rendent à l'école un mercredi matin. C'est une première, il va falloir s'y habituer. La réforme du temps scolaire est en vigueur dans cette ville de Trappes depuis hier. Apparemment, personne n'a oublié de faire sonner son réveil et c'est finalement la bonne humeur qui l'emporte. Les réactions de quelques enfants au micro d'Élodie Moine. C'est bien d'avoir l'école le mercredi, ça fait plus d'école et c'est mieux qu'avant. C'est bien de finir le matin, c'est marrant. C'est énervant parce qu'il y a des gens qui font du sport, ils aimeraient bien y aller, mais vu que c'est le matin, dès que c'est le matin, ils peuvent pas. C'est bien, mais ça gêne un peu parce que c'était bien le mercredi, on pouvait s'amuser. Mais c'est bien quand même d'aller à l'école aussi parce que parfois je m'ennuyais moi. Mais d'aller à l'école, ça fait plaisir de voir ses copains et ses copines. J'ai l'école après l'art finie, après l'école arabe. Après je serais beaucoup fatiguée. Après j'aurais pas le temps de faire tout. Moi j'aime bien aller à l'école et parce qu'on s'amuse, on fait des activités, on travaille et moi j'aime bien. C'est donc à Montigny-le-Bretonneux que vient de s'installer le district de football yvelinois. La ville n'était pourtant pas le premier choix des décideurs locaux. Les explications, surtout les enjeux de cette implantation avec Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude. Dans le projet initial, le district devait poser ses bases à Elancourt dans le parc des sports Guy Boniface. Une surface de plus de 1300 mètres carrés est alors imaginée pour un budget global de 1,7 million d'euros. Une facture à laquelle le Conseil général devait apporter une aide de 360 000 euros. Mais en novembre dernier, revirement finit l'aide départementale. Les dirigeants du ballon yvelinois ne peuvent plus assumer l'opération. La fédération nous a aidés par un prêt de 150 000 euros. Sur 10 ans au taux zéro, ce qui est important, et par une subvention du Fonds d'aide au football amateur de 150 000 euros. Et tout le reste a été financé par la cession du siège et par les prélèvements sur nos réserves et provisions qui avaient été amassées au cours des 15 années précédentes. Deux ressources qui permettent de ne pas faire appel à la participation financière des clubs yvelinois. Les locaux de Montigny-le-Bretonneux sont alors vite choisis, montant des travaux 1,2 million d'euros sur 800 mètres carrés. À l'heure actuelle, le comité des Yvelines emploie 9 personnes. Autre sujet dans ce journal consacré à la cigarette électronique. La revue 60 millions de consommateurs a réalisé une étude mettant en avant les risques cancérigènes du vapotage. Les revendeurs dénoncent la véracité de l'enquête scientifique. Il faut dire qu'ils sont déjà bien implantés dans les principales régions de France et notamment dans le département des Yvelines. Catherine Zulato et Jonathan Villeman. La cigarette électronique représente-t-elle un danger pour la santé? Dans son numéro de septembre, le magazine 60 millions de consommateurs sème le trouble en révélant que des composés nocifs, potentiellement cancérigènes, seraient contenus dans les vapeurs. Et selon le mensuel, en quantité non négligeable, comme le formol, l'acroléine ou encore le glycol. C'est évident que ce ne sont pas des produits qui sont chouettes à inhaler et c'est aussi ce qu'on demande, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on inhale ces produits, comment est-ce que ces produits ont été montrés du doigt alors qu'ils n'ont pas été montrés par la première étude qui a été demandée par le gouvernement, qui est quand même une étude officielle et qui est une étude scientifique, bien plus scientifique que ce que j'ai pu lire jusqu'à présent sur 60 millions de consommateurs, qui ne donnait absolument ni chiffres ni protocole. Dans cette boutique ouverte en mai dernier, qui compte déjà 3000 clients, les utilisateurs tempèrent. Nocif, effectivement. Là, ces derniers temps, on entend parler de ça, mais est-ce que c'est plus nocif que la cigarette en elle-même? Je pense pas. Il y a moins de produits peut-être dedans nocifs. Donc si ça peut nous aider dans un premier temps à tout simplement à passer sans le goudron, enfin tous ces produits, et puis après complètement arrêter, pourquoi pas, oui. Du côté du corps médical, on est partagé. Pour ce médecin de Toussus-le-Noble, il ne faut pas se tromper de cible. Il faut, je pense, utiliser ce type de moyens
soit dans le sevrage tabagique, soit tout simplement parce qu'il y a des personnes qui veulent peut-être essayer, entre guillemets, de fumer ou de vapoter. À ce moment-là, c'est beaucoup moins nocif de prendre une cigarette électronique que exactement la vraie cigarette classique avec ses 4000 composés, dont plus de 50, on va dire, cancérigènes. Jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on n'a pas d'études sérieuses et puis donc, on va dire, certifiées, je pense que exactement la cigarette électronique reste exactement un moyen, un bon compromis, on va dire, de la cigarette classique. Nous sommes à la Maison d'Espagne à Versailles. Joëlle Oudas est infirmière spécialisée en tabacologie. Elle reçoit des personnes qui veulent arrêter de fumer. Un patient sur 3 lui pose la question sur l'usage ou non de la cigarette électronique et sa réponse est sans ambiguïté. A priori, ça peut devenir un produit dangereux dans la mesure où il y a eu des traces de produits cancéreux. Nous, on ne peut pas conseiller le produit dans la mesure où il n'y a pas eu donc d'études faites et d'autorisation de mise sur le marché. Ce produit n'est pas du tout anodin comme ça avait été annoncé par ses fabricants. Actuellement, la cigarette électronique séduit plus d'1 million de personnes en France. Et que pensez-vous de cette e-cigarette? Êtes-vous méfiant? Est-elle dangereuse? C'est notre question du jour. Voici vos réponses. Sur les informations qu'on peut avoir, déjà je trouve que c'est beaucoup mieux que la cigarette classique, sachant qu'on peut penser que ceux qui luttent à l'heure actuelle pour qu'on ne développe pas ce produit, c'est les marchands de cigarettes, qui sont extrêmement puissants. Donc tous les rapports médicaux disent que c'est moins grave. Donc je suis pour. Je pense qu'il doit y avoir aussi là-dedans des produits chimiques qui ne doivent pas être forcément meilleurs. Je pense que c'est pas une bonne chose. Ça se répand en tout cas, on en voit beaucoup. Moi ça me dérange pas plus que ça, je préfère ça que la cigarette normale quand on est au restaurant. Je préfère sentir ça qu'autre chose. Moi, j'ai une collègue qui s'en est servie et qui a réussi à arrêter de fumer, donc pourquoi pas. Je pense pas, je sais pas. Il vaut mieux rien fumer, ni électronique, ni l'autre, je pense. C'est certainement un peu mieux, mais a priori, d'après ce que j'ai entendu, tous les risques n'ont pas été peut-être suffisamment évalués. Santé, toujours, l'association Zygomatic recherche des bénévoles pour mener à bien ses projets. Une association qui intervient régulièrement auprès des enfants malades en se déguisant en clown. Plus qu'un spectacle, c'est un réel moment d'échange qu'ils proposent dans les hôpitaux. Écoutez l'une des adhérentes. Plus on est de clowns, plus on rit. Hein. C'est le vieil adage, c'est bien connu. Il faut être beaucoup de clowns. C'est ça, mais en fait ça permet de tourner à plusieurs et puis de faire vivre l'association en fait. Le seul critère c'est d'avoir d'avoir 18 ans et plus. Oui, je me demande s'il y a un profil particulier. Voilà, c'est 18 ans ou plus et avoir envie de donner. De partager des choses, avoir son âme d'enfant, donc comme je disais, et puis après s'engager pour un certain nombre de visites pour l'année, et puis adhérer à l'association. C'est combien à peu près le nombre de visites Le nombre de visites, c'est 5 minimum par an. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir un parcours particulier, mais par contre il y a une formation qui est faite, donc tous les mois on se retrouve à Chatou, à la maison de l'eau vive et en fait on fait des exercices d'improvisation, des mises en situation. Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver dans le magazine Check-up que vous découvrirez sur notre antenne le vendredi 13 septembre. Yvelinoise Catherine Gougis était venue sur ce plateau le 25 mars dernier pour évoquer le don de moelle osseuse dans le cadre d'une opération de sensibilisation menée à travers la France. Atteinte de thrombocytémie, une présence en trop grand nombre de plaquettes dans le sang, elle était en attente d'une greffe. Elle s'est éteinte le jeudi 7 juillet à l'hôpital Mignot au Chesnay. Victime d'une leucémie aiguë, nous voulions lui rendre hommage. Écoutez son témoignage. Dire que j'ai un cancer du sang, ça paraît... on ne comprend pas très bien, on dit j'ai un cancer du sein, on schématise où ça se trouve. Le sang, c'est insidieux et les équipes, même les médecins traitants, sont un peu démunis face à toutes ces maladies qui amènent à la moelle osseuse, parce qu'on parle de la leucémie, mais il y a plusieurs leucémies. Et ça, on ne le sait pas, on n'en parle pas et on n'en parle pas assez. Voilà pour ce témoignage de cette Yvelinoise qui était venue sur ce plateau évoquer le don de moelle osseuse. Et cet entretien est aussi retrouvé sur notre site internet. Si vous voulez en savoir plus, elle nous avait expliqué toutes les modalités pour pouvoir donner facilement.
Promouvoir le monde agricole, c'est l'ambition des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Et ce week-end, ils organisaient la 60e édition de leur Festival de la Terre à Rambouillet. Un rendez-vous sous le soleil pour découvrir les produits du terroir et même un peu plus, regardez. Le Festival de la Terre à Rambouillet et ses produits du terroir, mais aussi ses promenades en calèche, ses démonstrations d'engins agricoles et surtout ses compétitions inattendues comme cette course de tracteurs tondeuses. Chaque tondeuse est unique parce qu'on les a tous bricolés différemment. La nôtre, il faut éviter de débrayer, de freiner, quoi. Il faut essayer de pas... Puis alors le problème aussi c'est la direction parce que les virages sont très serrés et on a du mal à tourner. Ce rendez-vous organisé par les jeunes agriculteurs de l'Île-de-France est aussi pour le public l'occasion de rencontres. Louis est venu avec sa batteuse à poste fixe, une machine à l'abandon à qui il a donné une seconde jeunesse. Moi je suis passionné du matériel, donc j'ai vu cette machine qui était à la pluie, donc je l'ai sortie et je l'ai remis en route. Voilà, on l'a restaurée. Ah, ça marche très bien, elle avait fait qu'une campagne de battage. Elle peut tourner encore un siècle. Le tout c'est de traiter les bestioles pour pas qu'elles bouffent l'intérieur qui est en bois. Ça c'est quelque chose d'ancestral parce que moi j'ai 55 ans, j'ai vu ça tourner tout gamin en Beauce et c'est des merveilleux souvenirs. Quelque part je suis un peu nostalgique de ce genre de choses. Nostalgique ou simplement curieux, le festival attire chaque année plus de 5000 visiteurs. Il y avait de l'ambiance, visiblement. Information pratique, si vous êtes un utilisateur de la déchetterie de Manille-les-Hameaux. Un nouveau système de badge est maintenant en service depuis lundi. Une carte à puce obligatoire pour accéder au site. Elle est créditée de 60 passages annuels. Elle vous sera adressée directement à votre domicile. Si vous résidez à Manille, les habitants des communes avoisinantes qui bénéficient du site doivent contacter leur mairie pour plus de précisions. Ce nouveau système doit notamment permettre plus de sécurité. Seulement 10 véhicules peuvent entrer simultanément sur le site. Culture, à présent, mercredi prochain, dans les salles, les spectateurs découvriront Gibraltar, le nouveau film de Julien Leclerc, réalisateur de L'Assaut. Au casting de cette histoire vraie qui voit un indique de la police se laisser tenter par les promesses de narcotrafiquants figurent Gilles Lelouch ou encore Tahar Rahim. Hier soir, une partie de l'équipe était présente à Saint-Quentin en Yvelines pour une avant-première. Aurélia Debussy, Patrick Jacques de Dixmude les ont rencontrés. Ce qui m'intéressait, c'était le fait de faire un film d'1h50. On démarre avec un personnage, ce qu'on appelle un family man, un père de famille standard, le voisin que tout le monde a. Et ce personnage qui est absolument normal, comme vous et moi, se retrouve au fil du film face à des mafias marocaines, des douanes anglaises, des douanes françaises. Se retrouve à convoyer de la cocaïne. J'ai peut-être trouvé une solution pour nous donner un peu d'air. J'ai rencontré un douanier qui m'a fait une proposition. Tu comptes balancer tous les mecs qui passent par ici? Tous les trafiquants, c'est ça? Pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que j'ai gagné? 10% de tout ce qu'on récupère. Tu vas où, là? Elle est pas assez bien, notre vie. C'est pas notre part, mais c'est pas mon bateau. C'est des crédits qui s'accumulent, qu'on n'arrive pas à rembourser. C'est ça notre réalité, c'est ça notre vie. Désormais, tout le monde fait dans la drogue, monsieur Duval. On peut la convertir en or, en gros billet, en arme de guerre. Je t'ai proposé pour une opération de convoyage. C'est pas légal. Pourquoi vous faites ça? Pour la publicité, monsieur Duval. Une grosse saisie de drogue, ça montre aux gens que les douaniers sont au moins aussi importants que les pompiers. Écoute-moi, toi, ta famille, vous êtes sous ma protection, là, maintenant. Tout ça démarre d'une envie de m'inscrire dans un cinéma plus large. Et comme j'avais du temps, j'avais 6 mois, je crois, sans rien faire, j'ai parlé à des amis, dont Hugo Célignac, qui est producteur, et il m'a parlé de ce projet-là. Et comme c'est Abdelraouf Dafri qui écrit, et on a déjà fait 2 collaborations ensemble, je l'ai appelé et j'ai rencontré Julien. J'ai donc lu le scénario, la rencontre s'est très très bien passée. Et après, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était justement de jouer autre chose, quelqu'un de plus mature, d'ambigu, et du côté de la police. Et c'est l'ambiguïté qu'il y a dans le personnage, cette envie d'aller plus vite que la musique, de vouloir gravir les échelons très vite et de se rendre compte que finalement on est inscrit dans une machine qui est plus forte que nous et qui va finalement interroger sa fidélité à ses principes. J'ai plus confiance en toi, Belliman, j'ai plus confiance en personne. T'es un narcotrafiquant pour eux. Je travaille pour l'État, moi je travaille pour les douanes françaises. Je travaille pour toi. Ce que tu fais, c'est pas digne d'un père. Faut que tu me fasses confiance, d'accord? Il me reste une chose à faire, une seule, et c'est fini.
tout est vrai à 92% dans le film. J'ai modifié quelque chose quelques petites choses pour en faire un objet filmique tel que je le voyais. Mais les quantités de shit, de cocaïne, les rencontres entre les personnages, les rapports sont véridiques et c'est ça qui est incroyable, quoi. Et c'est une histoire forte, ouais. Juillet et août marqués par de fortes températures. Septembre semble prendre le même chemin, jusqu'à 30 degrés enregistrés aujourd'hui dans le département, ce qui ravit forcément la base de loisirs. Cet été, le village sportif qui était installé a attiré plus de 2500 personnes. Plus de 1000 enfants ont profité de tours à poney et la caravane de la Croix-Rouge a initié 450 personnes au premier secours. Et la piscine à vagues n'est pas en reste. On écoute le directeur de ce site au micro d'Anthony Reich. On va dire bien mieux que la première moitié d'année, puisqu'on a une première moitié d'année catastrophique, que viennent un peu, mais pas totalement compenser les mois de juillet et août, qui ont été globalement beaux. Hein. Juillet, très très beau mois, et puis mois d'août, même s'il était un petit peu en dessous, globalement laisse une impression de vacances estivales très correcte. Pour donner quelques chiffres, par exemple sur les secteurs, sur la piscine à vagues, on a accueilli environ 40 000 personnes sur l'ensemble des 2 mois, contre 30 000 l'année passée. Et le bilan de cette année pourrait encore profiter du beau temps à la base de loisirs. De ce début du mois de septembre, les barbecues continuent à attirer les visiteurs. On se demanderait même si l'heure de la rentrée a bel et bien sonné. Patrick Jacques de Dixmude s'est invité à la table de quelques visiteurs du site trappiste. Les braises commencent à rougir, la glacière est pleine. Tous les ingrédients pour une après-midi réussie semblent réunis. Il faut de la bonne viande et boire frais, et puis toujours pareil, éviter la fumée aussi, et puis surtout une bonne cordialité, une bonne camaraderie, et puis des bons amis autour du barbecue, quoi. Un peu plus loin, sous les arbres, une autre famille habituée de la base de loisirs est venue profiter du soleil saint-quentinois avant la rentrée. Au menu, salade de crudités, poulet et porc grillé cuit à l'asiatique. On fait du barbecue avec, bon, mais surtout c'est les enfants là, parce que je suis venu surtout pour les enfants parce que c'est bientôt la rentrée scolaire. J'en profite un peu parce que bon, mais on pense que dans 3 jours c'est la rentrée scolaire, et ce qui fait que bon, peut-être on n'aura pas les beaux temps après. Et avec les mains c'est encore meilleur. Après s'être régalés, les enfants profitent du hamac pendant que les adultes trinquent une dernière fois aux vacances. Mais attention, à consommer avec modération. Allez, on laisse la base de loisirs. On en vient à l'entretien de ce 4 septembre. Le recteur de l'Académie de Versailles nous a accordé un entretien pour revenir sur les enjeux de cette année scolaire, création de postes, renforcement du lien également entre les écoles et les collèges, et puis également les rythmes scolaires. Il répond aux questions de Catherine Zulato. Pierre-Yves Duhoy, bonjour. Vous êtes recteur de l'Académie de Versailles. Alors cette rentrée, c'est une rentrée avec plus d'élèves et du coup plus de moyens, plus de postes. Voilà, plus d'élèves, environ 11 000 élèves de plus dans l'académie, premier et secondaire confondus, public plus privé, et plus de postes. Voilà, c'est toujours quand même plus facile de faire une rentrée avec plus de postes, surtout quand il y a plus d'élèves. Mais les postes supplémentaires ne vont pas uniquement être utilisés à accueillir les élèves, puisque au-delà des postes nécessaires pour l'accueil des élèves, il y a effectivement des postes pour d'autres actions. Et beaucoup de nouveautés, on va en parler. Vous l'avez dit, la préparation a quand même été étendue de cette rentrée ? Alors, c'est une rentrée particulière. Le ministre a dit que c'est une des rentrées les plus compliquées de ces dernières années. Toutes les rentrées sont compliquées, très honnêtement. Et donc, la complication de cette rentrée, c'est que ces moyens supplémentaires sont pourvus, ces heures qui sont implantées dans l'établissement et les écoles seront effectivement effectuées par des professeurs qui sont en cours de formation. Le mot qui est employé aussi pour cette rentrée, c'est le mot la phrase en tout cas de justice sociale. Alors comment ça va se concrétiser? Par quels moyens particuliers? Alors, les moyens, si vous voulez, c'est que sur les 839 emplois qui sont effectivement en plus dans cette académie, une grosse moitié vont être utilisés pour l'accueil d'élèves en supplément, et puis il reste des moyens supplémentaires pour améliorer la situation. Améliorer la situation dans quel objectif? L'objectif de justice sociale, comme vous l'avez mentionné à l'instant. Et la justice sociale, c'est aller chercher l'échec scolaire là où il commence à se faire, à se nouer, à la fois en termes de niveau d'enseignement, dans le premier degré, d'où la priorité au premier degré, et dans les zones où effectivement l'échec scolaire est trop important. D'où la priorité au premier degré, avec des actions comme plus de maîtres que de classe. Plus de maîtres que de classe, ça veut dire que dans une école où il y a 12 ou 13 classes, il y aura un maître de plus qui va
intervenir dans les classes en co-animation. Sur des domaines spécifiques, sur des projets d'école sur des projets d'école, en co-animation. C'est pas juste un professeur en plus dans la classe avec le deuxième professeur. Il faut qu'il soit dans une des classes des professeurs, où il sera sur un niveau, il aidera les professeurs, il complétera l'enseignement des professeurs de CP ou de CM1, il renforcera les présentations de lecture, il fera voilà, ces choses comme ça. Et puis l'accueil des élèves de moins de 3 ans, où il est important, cette académie où il n'est pas suffisant, d'aller effectivement permettre à des élèves qui sont effectivement un peu loin de l'école, ou des familles qui sont un peu loin de l'école, de commencer à des apprentissages, on va dire, un peu plus tôt que dans notre fréquence. Voilà, ce sont ces mesures qui ont été prises. L'école, c'est important, et il faut aller le plus loin possible pour développer son talent et aussi pour pouvoir s'insérer dans la vie sociale. On va parler maintenant du lien école-collège. Demain, ce sera un socle commun. J'ai l'impression que c'est un défi énorme de ce socle commun. Donc, comment il va se mettre progressivement en place? Est-ce que il y a déjà des choses qui se font entre des écoles et les collèges du même secteur, mais demain, ça va devenir une obligation. Le socle commun dans cette académie, mais comme dans d'autres, ça va consister d'abord, de par la loi sur la fonction d'école, à instituer un cycle commun à 3 niveaux d'enseignement, à 3 classes, dont le CM2 et la classe de 6e. À partir du moment où il y a un cycle commun, ça veut dire qu'il y a une continuité, maximum de continuité. Or, on change d'établissement. Donc, il faut effectivement... Et on change de culture. Et on change de culture. Et on change, on a un maître d'un côté, plus de maîtres de l'autre. Donc, il faut s'organiser de manière, effectivement, à ce que les professeurs puissent travailler ensemble, se parler, et surtout, organiser la continuité pédagogique. Le cycle va être commun. Avec la réforme des programmes instituée par le ministre en 2015, il y aura effectivement un programme qui sera commun à ces 3 niveaux d'enseignement, enfin ces 3 dans ce cycle. Et donc, il faudra que les pratiques pédagogiques s'articulent là-dessus. Donc voilà, dans cette académie, évidemment, tous les conseils seront mis en place, mais on ne part pas de rien. On part d'équipes qui déjà se parlent, d'activités communes, de formations communes, dans une logique d'articulation des pratiques pédagogiques, puisque le cycle est commun à la CM2 et au 6e. Autre chose importante cette année, les rythmes scolaires. Enfin, je dis c'est important, mais en fait, il y a peu de communes quand même qui ont décidé de modifier leur rythme scolaire de cette rentrée de septembre, notamment dans les Yvelines. Il n'y a que, entre guillemets, que 9 communes sur 262. Alors quel bilan vous tirez? Vous souhaitez que les communes présentent, celles qui n'ont pas adhéré, présentent leur projet d'école à la fin de cette année? J'ai envie de dire, c'est quand même très ambitieux. C'est très ambitieux, mais l'objectif est extrêmement important. Ça a été souligné, y compris par le ministre, évidemment, très fortement, parce qu'une réforme à laquelle il tient à juste titre, c'est que les nouveaux rythmes scolaires dans le premier degré participent de la justice sociale. On sait qu'à partir du moment où les temps d'apprentissage sont trop compressés sur trop peu de jours, on apprend mal, on va dire, on apprend moins bien. Si on apprend moins bien à l'école, dans les familles plutôt aisées, on va compenser. Dans les familles en situation plus compliquée, on va moins compenser. Donc, le fait de faire des cours le mercredi matin dans une situation un peu plus sereine que les lundis, mardi, le vendredi en fin d'après-midi, c'est une manière de mieux apprendre à l'école. Mieux apprendre à l'école, c'est permettre à ceux qui sont en difficulté de le faire mieux. D'accord, mais ça coince un peu au niveau des communes qui ont des difficultés aussi pour mettre ça en place avec leurs enseignants, ont aussi peut-être des problèmes aussi financiers pour le mettre en place. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour les inciter à aller un peu plus vite? Je crois que ce principe a été bien compris par les communes, une fois qu'on a effectivement bien fait comprendre ça aux communes qui l'ont parfaitement intégré. Évidemment, on leur a dit, désormais, vous avez un temps dans lequel vous allez intervenir pour faire du exercice périscolaire. Et donc, c'est là qu'effectivement, un gros travail a été fait dans l'académie ici, où toutes les communes ont été touchées. Le débat a eu lieu à la fois collectivement avec les communes. J'ai animé moi-même un certain nombre de réunions, les directeurs académiques aussi, les inspecteurs d'éducation nationale se sont déplacés, on fait des réunions de bassin, etc., etc. Donc, je crois que le travail est bien préparé. Simplement, toutes les communes n'ont pas pu être prêtes en septembre, pour septembre 2013. Loin de là. Oui, très loin de là. Non, mais je considère que le travail est largement fait, largement entamé, et que les esprits sont mûrs et sont clairs, et qu'il ne reste plus qu'à finaliser les projets. Le travail de conseil, le travail de proximité est fait remarquablement. Mais vous avez mentionné quelque chose qui est vrai, c'est que les communes qui ont peu de moyens, évidemment, ont des difficultés à les mobiliser, c'est normal. Donc, normalement, elles ont pris un peu d'élan, sachant qu'il fallait le faire en 2014, donc pour se donner les moyens de le faire. Et deuxièmement, elles peuvent avoir des difficultés pour trouver des personnes. Mais c'est une réforme difficile et ambitieuse parce que les enjeux sont extrêmement importants. Il s'agit vraiment de réarticuler l'ensemble du système éducatif. Il n'était pas question non plus de laisser les élèves en dehors des écoles après que le temps d'apprentissage scolaire soit terminé. Il fallait effectivement qu'il y ait une articulation avec les communes. Donc c'est une réforme ambitieuse qui mobilise beaucoup d'argent. Il y a 2 ans pour la faire. Je crois que le travail préparatoire a été très très bien fait et les esprits sont mûrs.
10% des écoles sont passées en 2013, les autres, à mon avis, sont en état de passer en 2014, parce qu'elles ont fait le travail préalable. D'accord. Merci en tout cas Pierre-Yves Duvoil d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Nous refermons le 7-8 l'actu de ce 4 septembre. Il est à retrouver sur notre site internet, comme l'ensemble de nos émissions et de nos reportages. Rendez-vous demain à 18h. Excellente soirée sur TV Fil 78. Vous retrouverez notamment un nouveau numéro de Kiosque, le magazine culturel, avec Aurélia Debussy qui fait également sa rentrée. On se quitte avec ces quelques réactions d'enfants ce matin à Trappes alors qu'ils découvraient la joie de l'école le mercredi matin. Et ils étaient ravis. C'est bien d'avoir l'école le mercredi, ça fait plus d'école et c'est mieux qu'avant. C'est bien de finir le matin, c'est marrant. C'est énervant parce qu'il y a des gens qui font du sport, ils aimeraient bien y aller, mais vu que c'est le matin, dès que c'est le matin, ils peuvent pas. C'est bien, mais ça gêne un peu parce que c'était bien le mercredi, on pouvait s'amuser. Mais c'est bien quand même d'aller à l'école aussi parce que parfois je m'ennuyais moi. Mais d'aller à l'école, ça fait plaisir de voir ses copains et ses copines. J'ai l'école après l'orthophonie, après l'école arabe. Après j'aurais beaucoup fatigué. Après, j'aurais pas le temps de faire tout. Moi, j'aime bien aller à l'école. Et parce qu'on s'amuse, on fait des activités, on travaille. Et moi, j'aime bien.